Euh... Non. Non, ça va pas, ça va pas du tout. Bon, alors vous l'aurez compris, il est question aujourd'hui de Seul sur Mars, dernier film en date de Ridley Scott avec Matt Damon et Jessica Chastain. Alors pour ce qui est du synopsis, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un résumé de ce film ? Vu la promotion abusive auquel on a le droit depuis quelques semaines, je pense que tout le monde aura compris de quoi il retourne, donc je vais abréger cette étape. Je vais quand même préciser pour les deux du fond que Seul sur Mars, c'est l'histoire d'un astronaute laissé pour mort par son équipage sur la planète rouge et qui va apprendre à survivre seul en faisant pousser des pommes de terre. Voilà. Oh, ça sent pas bon. Alors, quand on connaît un peu le personnage de Ridley Scott et vu la publicité autour du film, on s'attendait légitimement à ce qu'une fois de plus, il nous montre qu'il en a une plus grosse que les autres, en clamant haut et fort qu'il allait révolutionner la science-fiction, encore une fois. Mais contre toute attente, non. Sir Ridley nous affirme qu'il s'agit d'un simple, ouvrez les guillemets, film de divertissement. Vu le côté un peu mégalo du personnage, je me suis personnellement posé pas mal de questions. Mais d'un autre côté, vu les échecs critiques de ces derniers films, on imagine que pour une fois, il a pas envie de la ramener. Hein ? Et on va essayer de ne pas parler de Prometheus. Ce film est une merde. Ce film est une merde. Non, on va pas en parler, promis. C'est triste à dire, mais le déclin des grands réalisateurs américains, on s'y serait presque habitué à force. Par exemple, quand on a grandi avec l'Empire contre-attaque et qu'on découvre la menace fantôme, ça fait mal au cul. Ah non, hein, tu vas pas parler de Star Wars. Non. Pour ça, on a tout notre temps. Alors je sais qu'il est inutile, voire débile, de juger un film d'un réalisateur par rapport à ses œuvres précédentes, surtout quand on est un grand fan du réalisateur en question. Je vais donc m'efforcer de ne pas déborder sur d'autres sujets et rester concentré sur ce film. Néanmoins, a-t-on le droit de déplorer un tel manque d'ambition ? Je le dis, j'ai trouvé ce film extrêmement ennuyeux, sans aucun intérêt. Allez, ça recommence. Attention, je ne parle pas du thème ni du livre dont le film a été tiré. Je ne doute pas qu'il s'agisse d'une histoire passionnante et d'une aventure humaine tout à fait extraordinaire. Ce que je me suis demandé pendant plus de 2 heures de film, c'est comment Monsieur Scott peut-il déployer de tels moyens pour un film aussi fade et une mise en scène aussi scolaire digne d'un bon téléfilm M6. Voilà, ceci étant dit, je ne vais pas perdre de temps. Un équipage en urgence piégé dans une violente tempête martienne doit regagner le vaisseau d'expédition en panique. C'est à ce moment-là que Matt Damon... Oui, je vais l'appeler Matt Damon parce que je n'ai pas retenu le nom du personnage et à vrai dire, je m'en balance. Matt Damon, donc transpercé par un câble de métal, va se perdre en route. Bon, ok, je veux bien, mais merde quoi, déjà le film vient de commencer, je ne vois aucune implication ni des personnages, ni du montage. La scène est tellement expédiée que j'ai cru avoir raté un épisode. Jessica Chastain regarde simplement dans le vague et puis c'est tout, on décolle, on dira simplement à la NASA de faire 1 minute de silence. Après cela, le film va se dérouler exactement comme on l'imagine. Aucun retournement à l'horizon qui pourrait tenir le spectateur en haleine. Matt Damon doit survivre. Ok, d'accord. On attend la suite avec impatience. Matt Damon n'aura pas assez de bouffe pour survivre pendant 10 ans dans son igloo. Eh oui, on s'en doute. Matt Damon se met en tête d'installer un potager dans le camp, en utilisant les excréments de ses anciens coéquipiers pour faire pousser des pommes de terre et ainsi se nourrir. Oui, d'accord, c'est très bien, pour une introduction c'est pas mal. Alors vas-y film, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Tu as un décor absolument magnifique à ta disposition, un acteur pas mauvais et des moyens illimités. Et l'histoire du cinéma nous a montré à maintes reprises qu'il est tout à fait possible de faire un film mémorable sur un personnage totalement isolé dans un environnement vertigineux. Alors faut-il vraiment être botaniste pour trouver ce film passionnant ? Bah oui. Si ce n'est le comparer à un excellent épisode de MacGyver ou un cours de sciences nat, je ne vois vraiment pas ce que ce film a de trépidant. Attention, encore une fois, je ne demande pas à ce que l'on rajoute des retournements spectaculaires, plus d'action, plus d'effets. Au contraire, je trouve que sur le papier, il y a déjà tout ce qu'il faut pour faire un très bon film. Mais moi je comprends rien. Détends-toi, respire. Lève le bras. Ouais, ça va mieux. Après un tel traumatisme, Matt Damon tente de lutter contre cette sensation d'isolement en parlant à sa caméra, comme une sorte de journal intime interactif. Nous, spectateurs, nous sommes évidemment du point de vue de cette caméra. Matt Damon va donc s'adresser à nous pendant tout le film. Est-ce que cette prise de position va-t-elle être remise en question au moins une fois ? Non, absolument pas. Matt Damon va garder la banane en toutes circonstances et nous raconter ses péripéties face caméra. Et voilà mon plus gros problème avec ce film. À aucun moment le personnage n'évolue d'un point de vue psychologique. On ne ressent jamais la claustrophobie, on ne ressent jamais cette sensation d'isolement, ces moments d'égarement où l'on se demande quoi faire, si vraiment on va pouvoir gérer la pression à l'idée de rester 4 ans dans une cabine loin de toute civilisation. Et là, non. Matt Damon avale en antidouleur et hop, il attrape sa petite pelle et mon Dieu qu'il a l'air content d'enfiler ses gants de jardinage pour planter son engrais. On me rétorquera que c'est un feel-good movie, un film optimiste.
Et ça je peux le concevoir, oui. Je comprends qu'on n'ait pas envie de voir un mec pleurnicher pendant plus de 2 heures, au risque de voir le film sombrer dans le pathos et dans un patriotisme à la manque. Mais j'estime qu'il pourrait y avoir un juste milieu. Il n'y a tout bonnement aucune idée de mise en scène pour rendre ce film un tant soit peu original. On se fait chier. Ah oui, autre chose. Matt Damon doit faire avec ce qu'il a sous la main. Pour donner un peu de vie à son habitacle, il met de la musique, ce qui reste dans le disque dur d'un de ses anciens collègues, en l'occurrence de la disco, que Matt Damon ne supporte pas. Voilà une idée qui aurait pu être intéressante. Écouter en permanence une musique que l'on déteste pour combler le vide de son environnement, comme pour simuler une présence. Mais non, toujours pas. En fait, c'est juste un prétexte qui permet à Scott de justifier une série de clips shows, histoire de meubler la mise en scène. Parce que tu comprends, disco, années 60, conquête spatiale, bref, je te fais pas un dessin. Tenez, par exemple, si on doit parler d'un film qui met en scène un personnage seul dans un décor gigantesque, je prendrais pour exemple Je suis une légende de Francis Lawrence. Oui, celui qui a réalisé Constantine avec Keanu Reeves, oui. Non, on ne se moque pas, s'il vous plaît. Bref, je ne parlerai pas du scénario, ni des pseudo-zombies en 3D approximatifs. Quand on les voit ouvrir la bouche, on se rend compte qu'on tend plus vers du grand guignol que du film d'horreur, hein, pour vous donner une idée de ce que je pense de cette daube. Pourtant, je me rappelle d'une scène que j'ai trouvée proprement géniale. Pour resituer la scène, je dois préciser aux chanceux qui ne l'auraient pas vu que Will Smith est livré à lui-même dans un New York post-apocalyptique. Hormis les fameux zombies qui sortent la nuit, il est seul avec son chien. Lors de l'introduction du personnage, on comprend que la solitude fut tellement longue pour lui qu'il se met tout naturellement à parler à des mannequins en plastique dans un vidéoclub. Une façon pour lui de simuler des liens sociaux, histoire de ne pas sombrer dans la folie. En soi, je dois bien avouer que l'idée est déjà excellente. Lorsque ce pauvre Will Smith perd son chien, il se rend donc au bord de la crise de nerfs dans son fameux vidéoclub, et se met à parler à un des mannequins. Alors qu'il regarde au sol, on se rend compte que ce dernier attend sincèrement que le mannequin lui réponde. Cette scène m'a laissé sans voix. Là, d'une façon courte et efficace, on comprend tout de l'état d'esprit d'un personnage coupé de toute civilisation. Avant de refermer la parenthèse, je tiens à préciser que, évidemment, je ne fais aucune comparaison. Les deux films n'ont rien à voir et c'est tant mieux. Je voulais juste vous faire comprendre que lorsqu'on traite d'un personnage loin de toute vie, on s'attend à ce qu'il soit développé dans ce sens, à observer son comportement et à relever les anomalies qui découlent du contexte dans lequel il évolue. Alors vous allez me dire, oui, mais quand Matt Damon parle à sa caméra, c'est pour ne pas devenir fou. Le problème, encore une fois, c'est que la mise en scène ne le suggère jamais. Du coup, quand Matt Damon nous parle, ça ressemble à un épisode de C'est pas sorcier, quoi. Je veux dire, merde, quoi, c'est seul sur Mars. Bah justement, on ne se sent jamais seul. On n'a pas le temps. Entre deux cours de jardinage, on retourne toujours sur Terre pour suivre les aventures passionnantes du personnel de la NASA. Tu le sens, mon sarcasme? Croyez-le ou non, nous n'avons pas encore abordé les aspects les plus mauvais de ce film. Un autre problème, Ridley Scott tente de faire dans l'humour. Alors je vous préviens, il faut déjà être de bonne humeur à la base. Alors là, je ne sais pas trop comment aborder le sujet. Je vous avoue que je suis dans une totale incompréhension. Je sais pas, il essaye de nous faire le coup du nerd à moitié autiste qui crache son café dans une corbeille à papier. Ah, ne me demandez pas pourquoi je... on sait pas trop ce que Ridley Scott essaye de faire de ce personnage, si c'est censé être un comic relief cool et branché. Bon, ça reste quand même beaucoup plus digeste que la scène où il mime le retour de Matt Damon sur Terre en faisant des bruits de bouche devant le directeur de la NASA. Oui, cette scène est dans le film. Enfin, vous avez compris, c'est le bide, quoi. En plus, c'est long. Et le pire, c'est qu'après tout cela se confond dans une niaiserie invraisemblable. Ce qui précède la pire scène de ce film, un espèce de clip show où l'on voit des astronautes lambda faire des petits coucous à leurs femmes et à leurs enfants à la webcam. Une séquence... épouvantable, on croirait une mauvaise pub pour tablette électronique. Bref, c'est un calvaire. Reste avec nous, reste avec nous. Donc voilà, le récit s'étire sur 2h30, alors que manifestement on aurait pu boucler tout ça en 45 minutes. Finalement, et là je vais vous demander de vous accrocher, car ce que j'ai à vous dire est tout bonnement extraordinaire, Matt Damon va réussir à rentrer sur Terre. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Si, je t'assure. Je te jure. Oui, d'accord, là je suis sarcastique plus que de raison. Effectivement, on ne regarde pas un film de ce genre pour son dénouement. Donc oui, Matt Damon va finalement être sauvé de son enfer. Mais bon, m'accuser de vous l'avoir spoilé relèverait du foutage de gueule, vous en conviendrez. Autant vous dire que le dernier acte du film est complètement foireux, la façon dont Matt Damon va finalement rejoindre la navette spatiale de son équipage après s'être éjecté de sa capsule pour finir dans les bras de Jessica Chastain est tout à fait grotesque.
On pourra me rétorquer que la façon dont le personnage de Ryan rentre sur Terre dans le très controversé Gravity relève aussi du n'importe quoi et de la contre-vérité scientifique. Ce qui est l'argument principal des détracteurs qui préfèrent s'astiquer devant Interstellar, parce que faire semblant d'acquiescer plein de théories sur la relativité et les trous noirs, c'est quand même plus classe que d'avouer qu'on a pris son pied à regarder George Clooney et Sandra Bullock faire des galipettes dans l'espace. Oui, mais Gravity reste avant tout un film d'immersion, sans aucune prétention scientifique, si ce n'est vous faire ressentir une sensation d'apesanteur, en plus de vous offrir de belles images. Tout est dans le titre, de toute façon. Voilà pourquoi je pardonne tout à Gravity, qui est pour moi un excellent film, et pourquoi je m'acharne autant sur Ridley Scott aujourd'hui. Gravity, c'est juste un trip de cinéma d'action. Ce n'est pas un film à scénario, et au vu de son contenu et de ce qu'il a à proposer, Gravity est un film qui a la décence de ne durer qu'1h30, lui. Alors par pitié, messieurs, dames, et là je suis sérieux, arrêtez tout de suite avec votre punchline « Ah, le scénario il tient sur un ticket de métro ». Mon Dieu, que cette phrase est minable. Certains films n'ont pas pour ambition de vous retourner le cerveau avec un récit labyrinthique à base de setup payoff. Personnellement, j'aime qu'un film soit honnête. Gravity vous donne exactement ce qu'il a promis de vous donner, et il le fait bien. Libre à vous bien sûr de ne pas aimer non plus la démarche, mais au moins celle-ci est tenue jusqu'au bout. A contrario, Seul sur Mars n'est pas un film d'action, ce n'est pas non plus une comédie. Il emprunte au survival sans jamais nous faire ressentir le danger, enfin si je mets de côté l'élément perturbateur en milieu de film qui est censé nous faire perdre espoir. Alors que bon... Voilà, sans commentaire. Techniquement, le film n'a rien à proposer et de surcroît, le récit est bien trop prévisible. Enfin voilà, quand un film ne fait aucun mystère sur la façon dont il va se terminer, j'estime qu'il doit y avoir un petit ingrédient en plus qui doit retenir notre attention. Là pour le coup, je trouve ce film consensuel, terriblement long, mais bon ça je crois que je l'ai assez dit. Jessica Chastain se la pète, les personnages secondaires sont complètement anecdotiques, le rythme est lent, et tout ça pour finalement terminer sur une scène aussi convenue que Matt Damon dans un amphithéâtre forcé de dire à des étudiants de la NASA « J'ai été coincé sur une planète hostile, très loin d'ici. Oui, plus d'une fois j'ai cru que j'allais mourir. Et croyez-moi, l'univers ne vous fera pas de cadeau. » Sérieux, mais c'est tout? Oh mais... Merde quoi, matez-vous Apollo 13, voilà un putain de bon film, là on en a pour son argent. La seule chose qui m'a plu dans Seul sur Mars, c'est qu'on y entend du David Bowie, voilà, c'est tout. Et pour être tout à fait honnête, je commence vraiment à me faire du souci pour Ridley Scott. Quand je le vois se perdre dans son mysticisme religieux bizarre, là, à faire un film sur Moïse, où tous les personnages égyptiens sont campés par des acteurs blancs qui parlent anglais. Oh. Quand je vois Cameron Diaz faire le poisson-chat avec son clitoris sur le pare-brise d'une voiture dans Cartel, ou quand je me rends compte qu'il a troqué la magnifique créature de H.R. Giger pour le remplacer par cette espèce de truc chelou là qui ressemble à un Pokémon. Ça va pas. Ça va pas du tout. Pourtant, même après avoir réalisé une des pièces majeures du cinéma comme Blade Runner, bah y a des trucs qu'on peut pas laisser passer quoi. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour quand même, et vu que j'ai allègrement craché sur au moins 3 films pour une seule vidéo, je vais laisser les haters attraper leur clavier et faire leur office. Moi je vous souhaite une bonne soirée et une bonne séance, et puis moi je vais retourner jouer à Alien Isolation, ça va me changer les idées. Voilà. Eh merde, fais chier, putain, ça fait 3 fois que je me fais bouffer dans ce couloir.